Bonsoir Jérémy Foss. Bonsoir. Vous êtes président et fondateur de l'ONG Eco-Union. Vous avez coécrit avec l'IDRI un rapport accablant sur le tourisme maritime, le tourisme côtier, ce qu'on appelle le tourisme bleu. Alors à l'approche des vacances, certains de nos téléspectateurs vont peut-être partir sous le soleil et peut-être qui sait opter pour une croisière. Ce nombre de paquebots géants a explosé en 20 ans. Le secteur affiche une croissance record. Elle a été multipliée par 30 en 2 décennies. Mais à quel prix? Jérémy Foss, voguer sur les mers, c'est pas forcément écolo, c'est ce qu'on découvre. Effectivement, les paquebots, c'est entre 5 et 8 000 personnes qui sont sur un bateau. Donc, c'est une ville qui flotte, qui se déplace sur des territoires qui peuvent être extrêmement sensibles, et avec une pollution atmosphérique, une pollution marine très importante. Oui, on parle sur l'année 2018 de près de 27 millions de passagers qui auraient mis les pieds sur des bateaux de croisière. Voilà, c'est un mode de tourisme qui n'est pas très cher et qui comprend un mode de déplacement sur lequel on est tout pris en main. Donc effectivement, c'est attirant pour une classe moyenne. Mais ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est les pressions environnementales qui sont très fortes et qui mettent en danger la propre industrie touristique. Alors justement, vous mettez en garde sur cette pollution due à ces navires. Je voulais juste qu'on regarde ensemble un calcul très parlant qui a été fait par des scientifiques et qui était absolument incroyable, frappant. Un paquebot de croisière, vous allez le voir, émet à lui seul autant de particules fines qu'1 million de voitures réunies. Il faut savoir que les bateaux de croisière utilisent un fuel qui est non raffiné, qui est extrêmement sale. C'est un fuel qui ne serait pas autorisé sur Terre, mais qui coûte moins cher et qui permet aux entreprises, aux croisiéristes et au croisiérisme de dépenser moins d'argent dans leur consommation d'énergie. Et donc, évidemment, l'impact environnemental, quand on est loin en mer des côtes, il existe, mais il ne touche pas. Mais quand les bateaux rentrent dans les ports, évidemment, les habitants reçoivent directement un air qui est pollué par ce combustible qui vient des bateaux de croisière. Et puis aussi tout ce qui est la fumée toxique qui est brûlée et qui pollue aussi l'environnement. C'est comme les voitures, ce sont des particules qui sont émises et qui sont absorbées par les poumons et qui peuvent créer des problèmes respiratoires, notamment aux personnes sensibles, aux personnes âgées, aux enfants. Donc c'est quelque chose qui est connu, sur lequel on essaye de mettre en place des actions pour réduire son impact. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce sont des dommages assez insidieux puisqu'ils sont invisibles. On a tous en tête le paquebot dans le port de Venise, hors de contrôle, qui s'était craché dans le port. Ça, évidemment, c'est très spectaculaire, on en parle. Mais finalement, les dommages dus à la pollution de ces gigantesques navires, ils sont beaucoup moins visibles. En fait, c'est un problème de santé publique. On met en danger la vie, le développement de toute une population qui peut être de plusieurs millions de personnes qui habitent dans ces villas, que ce soit à Venise, Barcelone ou Marseille, et qui subissent de façon directe les conséquences d'une industrie qui ne met pas encore les moyens pour être plus verte. Alors on voit effectivement là les côtes et les ports qui sont particulièrement pollués. On voyait Barcelone, Palma de Majorque, Venise, vous parlez de Marseille également. Concrètement, comment ça se traduit, ces dommages dus à la pollution ? Les études de scientifiques, notamment des médecins, se rendent compte que lorsqu'il y a des bateaux de croisière qui arrivent dans les ports, il y a des pics aux urgences, des gens qui ont des problèmes de respiration, et il y a une taux de mortalité qui augmente, et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un impact sur la santé publique. Donc il y a quelque chose qu'on identifie et qu'on essaye de travailler pour le limiter. Et c'est un impact aussi sur les océans, dans les océans ? Et évidemment, parce que les animaux reçoivent en première ligne la pollution, notamment acoustique, aussi les déchets qui sont produits par ce genre de tourisme. On entend parler souvent des blanchiments de coraux. Les blanchiments de coraux dans les zones, notamment les Caraïbes, sur lesquelles il y a de nombreux coraux présents qui meurent de façon accélérée, notamment suite au changement climatique, mais aussi la pollution plastique qui est absorbée par les poissons et qu'on retrouve après dans notre assiette. Alors j'ai découvert en lisant votre rapport qu'il y avait également des accès à des côtes qui n'étaient plus accessibles aux êtres humains, alors qu'ils l'étaient il y a quelques années encore. En fait, on artificialise les côtes sur des espaces qui étaient protégés, relativement vierges, en construisant sur cet espace très limité. Et en même temps, le changement climatique fait que les plages disparaissent. Les tempêtes sont de plus en plus fortes et entraînent des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les populations locales. Alors là, on parle du tourisme maritime, mais ce n'est pas le seul que vous épinglez dans votre rapport. Il y a aussi le tourisme côtier qui a un impact considérable. Et vous dites le problème, c'est que le tourisme est hors de contrôle.
Le tourisme côtier qui se traduit par ces hôtels qui sont au bord de la plage et qui peuvent accueillir des centaines de personnes, tout compris, sur lesquels ils ne sortent même pas de cette bulle, évidemment, entraîne des impacts négatifs sur l'environnement et aussi sur les habitants des alentours. Qu'est-ce qui aggrave l'état des côtes? Là, on voit des barres d'immeubles, des hôtels qui s'installent, des plages bétonnées. En fait, quand on artificialise les sols, on empêche l'écoulement des eaux, on crée une pollution évidemment qui va directement dans la mer quand elle n'est pas traitée et on augmente la production de déchets qui, encore une fois, alimentent les plastiques qu'on retrouve derrière dans les animaux marins. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est déjà trop tard? Sur la côte espagnole, notamment les Baléares, c'est le modèle à ne pas suivre, sur lequel on est sur un tourisme de masse, de relativement basse qualité et avec des centaines de milliers de chambres qu'on cherche à remplir au moindre coût. Mais inversement, il y a des solutions qu'on souhaite proposer. Alors, quelles solutions, par exemple? Les solutions, c'est de développer un autre type de tourisme, un tourisme plus lent aussi, qui permet de voyager de façon différente en utilisant les transports terrestres, notamment le train, voire la marche. On ne peut peut-être pas aller en marche ou le vélo. Au Baléares. Enfin, il y a le chemin de Santiago de Compostelle qui se fait en marchant et qui accueille des centaines de milliers de randonneurs chaque année. Et évidemment, il faut changer notre mode de consommation du tourisme en étant plus longtemps sur des distances plus proches pour avoir une empreinte carbone plus faible. Vous êtes pour cette proposition des députés qui souhaitaient qu'on interdise certains vols? Alors, je pose la question parce que c'est vrai que l'aérien est en grande partie la pollution aussi du tourisme. Ce qui est clair, c'est qu'il faut augmenter le prix de l'aviation. C'est pas possible qu'on dépense 3 fois moins d'argent en voyageant en avion qu'en voyageant en train ou en voiture. Et c'est un problème qui crée des émissions carbone qui, derrière, vont accélérer le changement climatique. Donc, le propre industrie du tourisme a intérêt aussi à diminuer son impact pour maintenir vivant la biodiversité qui est en fait ce qu'elle vend à ses voyageurs. En même temps, est-ce qu'on ne risque pas de tuer l'industrie du tourisme dans certains pays pour lesquels, parfois, l'économie du tourisme représente près de la moitié du PIB? Je pense au Cap-Vert, aux Maldives. Il y a des exemples comme le Costa Rica ou les Seychelles, même la Réunion, sur lesquels on a un tourisme qui est relativement bonne qualité, sur des gens qui viennent dépenser même parfois plus d'argent, qui restent plus longtemps et qui vont se déplacer dans les parcs naturels à profiter de la nature. Ça, c'est le modèle qui doit être mis en valeur. Et il y a des pays comme le Cap-Vert ou le Mozambique qui ont le choix entre le tourisme de masse ou le tourisme de qualité. Et c'est là qu'il faut agir, et c'est ce qu'on a souhaité montrer avec ce rapport. Mais là, vous donnez des exemples de tourisme élitiste, qui coûte très cher. Tout le monde ne peut pas se payer ces voyages-là. Effectivement, je crois qu'on doit voyager moins, mais voyager mieux. Ça veut dire peut-être ne pas aller tous les week-ends ou toutes les années à un voyage transatlantique, mais le faire de façon exceptionnelle, comme on faisait avant. Les voyages en dehors de l'Europe, c'était un voyage ou deux dans la génération de nos parents. Je crois qu'il faut revenir à ce modèle-là et aller chercher des déplacements plus courts, plus proches. On a la France avec des endroits extraordinaires qu'on peut aller visiter en train, en vélo ou même à pied. Mais comment on fait ça? Est-ce qu'on contraint? Est-ce qu'il faut passer par quelque chose de plus contraignant? Je crois que d'abord, il faut discuter avec l'industrie pour bien leur faire comprendre que c'est une spirale infernale. Il faut qu'elle-même se mettre en marche pour, d'une part, verdir son tourisme de masse et de développer un autre type de tourisme. L'écotourisme, par exemple. L'écotourisme qui apporte beaucoup plus de valeur ajoutée, qui crée plus d'emplois que le tourisme de masse. Et il faut sensibiliser, bien sûr, les touristes en leur expliquant l'impact qu'ils ont quand ils prennent l'avion ou quand ils prennent le bateau. Et enfin, je crois qu'il faut aussi augmenter le prix de certains déplacements qui ne sont évidemment trop bas et qui ne prennent pas en compte l'impact qu'ils ont sur l'environnement, notamment l'aviation. Mais là, on force la main, du coup, aux compagnies aériennes. On force la main, c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle aussi des ONG de pousser des solutions qui vont faire changer le système. Donc je crois qu'on a l'objectif d'être neutre en carbone en 2050. Si on ne travaille pas avec l'aviation pour transformer la technologie qu'ils utilisent, on ne sera pas capable d'arriver à cet objectif-là. Eh bien, merci. Jérémy Foss, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'ONG Eco Union, auteur de ce rapport sur le tourisme maritime et côtier. On va maintenant réfléchir peut-être à 2 fois la prochaine fois qu'on ira à la plage. Vive Merci. La campagne. Merci, bonnes vacances. Entre autres, bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'en prendre tout de suite. C'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous et moi je vous dis à demain.